Bonjour et bienvenue dans mon podcast Welcome Back to Work, le podcast destiné à faciliter le retour en entreprise après un burn-out. Je suis Marilyn Combalou et je suis coach, consultante, formatrice et je suis votre allié contre le burn-out. J'ai créé ce podcast car j'ai pu constater que le sujet du retour en entreprise après un burn-out est parfois difficile pour le salarié et complexe pour l'entreprise qui peut se sentir désemparée. Je vais donc partager ici des clés de compréhension et des pistes intéressantes pour réussir le vôtre ou accompagner celui d'un collaborateur. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexandra Travignet. Alors, avec Alexandra, on se suit depuis plus de 2 ans maintenant sur les réseaux sociaux et je pense qu'une belle relation à distance s'est créée entre nous. Et je t'ai invité car on a un sujet qui nous relie, qui est le burn-out, car tu as vécu plusieurs burn-out. Et comme c'est le sujet de ce podcast, il me semblait évident de t'inviter pour qu'on échange à ce sujet. D'autant que tu as écrit un livre sur les burn-out que tu as vécu et tu nous en parleras juste après, parce que je pense que ce sera vraiment très intéressant pour les personnes qui nous écoutent. Et ce que j'aime dans ton parcours, c'est ce que tu en as fait. C'est la reconversion que tu as faite, car je trouve ton activité merveilleuse, hein, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je ne vais pas tout dévoiler ici et je vais laisser un petit peu le suspense pour nos auditeurs. Et je pense que ce sera très inspirant pour beaucoup de personnes. Et ce que je trouve également intéressant dans ton parcours, c'est qu'il démontre qu'on peut traverser des grosses tempêtes, mais qu'on peut aussi se remettre de ces grosses tempêtes. Alors, c'est pas forcément facile, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais se dire que rien n'est perdu et que derrière la tempête, il peut y avoir justement une éclaircie et le ciel bleu qui nous attend derrière tout ça et tu le démontres véritablement. Alors, Alexandra, je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Welcome Back to Work et je vais te laisser te présenter. Mais juste avant, je te dis bonjour Alexandra. Bonjour Marilyn, merci beaucoup pour ton invitation qui m'a beaucoup touchée. Oui, effectivement, on se suit depuis un petit moment. Et alors pour me présenter rapidement mon parcours, moi j'ai tout d'abord fait un métier, le métier de mes rêves. Quand j'étais petite, je voulais être maîtresse. Donc je suis devenue professeure des écoles avec un parcours sans faute jusque-là. Et professeure des écoles pendant 10 ans. Et ensuite, j'ai changé de métier une première fois et changé de métier une deuxième fois. Mais ça s'est pas fait par hasard, comme tu dis. La première année comment dire, d'enseignement. Alors, on sait que l'enseignement n'est pas simple de nos jours. On entend beaucoup d'enseignants qui ne vont pas bien. Ma première année d'enseignement, j'ai vécu un burn-out. Le dernier trimestre. Mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne comprenais pas du tout. Moi, j'étais quelqu'un de très actif, très investi dans le travail, très souriante, très dynamique, très tout ce qu'il faut. Mais ça n'allait pas du tout. Je dormais de moins en moins. Et jusqu'au jour où je ne tenais plus debout, en fait. Je me suis levée, mais je ne tenais plus debout après 3 heures de sommeil. Et je suis allée voir le médecin qui a noté sur l'ordonnance asthénie. Alors, asthénie, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. En rentrant chez moi, j'ai pris le dictionnaire. Ça voulait dire épuisement, grosse fatigue, enfin tout ça. C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, le burn-out, on n'en parlait pas, quasiment pas. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On ne le connaît pas encore assez, mais on en parle beaucoup. Mais il y a 20 ans, on n'en parlait pas du tout. Donc j'ai terminé mon année, j'ai repris 15 jours, une semaine, 15 jours avant la fin de l'année. Je voulais quand même finir, revoir mes élèves avant de partir. Et l'année suivante, j'ai changé d'école. C'était vraiment, je me sentais pas bien dans la classe en fait. Et ensuite, donc les années ont passé. J'ai repris de l'énergie, des nouvelles écoles, des nouveaux élèves. Quand on est enseignant au début, on fait souvent des remplacements et puis après on choisit les postes qu'on veut. Et au cours de ma 10e année, j'ai eu dans ma classe un élève très difficile à maîtriser. Et là, je ne savais plus quoi faire. J'étais perdue, je n'osais pas demander conseil. C'est souvent ce qu'on entend aussi pour les personnes qui sont en burn-out et particulièrement dans l'enseignement. En tout cas, c'est un milieu que je connais bien. Quand on n'y arrive pas, on n'ose pas parce qu'on se dit c'est de sa faute, je ne sais pas quoi faire, mais c'est parce que je fais pas bien. Donc je me suis restée toute seule avec mes difficultés. Jusqu'au jour où je me suis dit, ben non, faut que ça s'arrête.
Quand je prenais la voiture, j'avais quasiment 1 heure de route à ce moment-là. Je dormais tellement mal et j'étais tellement obsédée par cet enfant-là, qui lui-même n'était pas bien, hein, clairement, que je me suis dit, mais un jour, je vais me prendre un arbre. Je vais me mettre au fossé, je vais me prendre un arbre tellement je suis fatiguée, tellement je suis pas concentrée sur ma conduite. Donc ça m'a fait peur. J'ai vu un médecin. Alors la première fois que j'avais été arrêtée pour le burn-out, j'ai refusé l'arrêt de travail. Mais le médecin a insisté et il a eu l'intelligence d'insister parce que j'aurais continué comme ça, quoi. Je ne sais pas jusqu'où. Et là, ce deuxième arrêt de travail, là, je l'ai accepté plus facilement, même si c'était pas facile pour moi. Pendant cette dernière année, j'ai réfléchi aussi à changer de métier. Donc, ce métier, c'était mon métier de cœur, c'était une vocation, j'avais vraiment envie de le faire. J'aimais enseigner, j'aimais tirer les élèves vers le haut, mais par contre, le système, lui, ne me convenait pas du tout. Et c'est vrai, quand on entend les enseignants autour de nous, si vous entendez les uns et les autres, généralement, c'est pas l'enseignement lui-même qui pose problème, c'est tout le système qui est autour. Et donc, du coup, je me suis engagée dans une reconversion. Qu'est-ce que je vais faire? Je savais pas trop. J'ai cherché un petit peu ce que j'aimais. Et donc, cette année, je n'ai pas pu la finir. Et ça m'a permis aussi de réfléchir un petit peu sur cette reconversion-là. Donc je suis quand même revenue la dernière semaine pour dire au revoir à mes élèves et dire au revoir à ce métier-là aussi en même temps. Et je me suis engagée à la rentrée suivante dans une licence professionnelle des métiers de l'administration territoriale. Je voulais être secrétaire générale, directrice en mairie. Donc l'objectif d'un directeur général, c'est de seconder le maire. On est le bras droit du maire, on est un peu le secrétaire de direction. Donc, à la fois, j'assiste au conseil, je prépare les réunions, je gère toute la RH, les ressources humaines, je gère les finances. Enfin, comme j'étais dans les petites mairies et c'était mon choix. Donc, c'est ça que je voulais faire, un métier très polyvalent. Moi, plus c'est varié et plus j'aime. C'est pour ça que j'ai choisi d'être professeur des écoles et pas en collège, par exemple, parce que j'aime quand c'est varié. Et donc, je me suis engagée pendant cette année-là, pendant cette année de licence, et j'ai suivi des stages aussi. Ça faisait partie de la licence. Et là, j'ai été parrainée par une directrice générale également en mairie. Et là, je la connaissais pas en fait, hein. Je l'ai fait sa connaissance en septembre, octobre. Au début, quelqu'un de très souriant, très dynamique, qui gère la baraque, quoi, hein, qui mène la mairie. Et au fil des semaines, des mois, alors moi, je passais 2, 3 semaines et puis après, je repartais en formation et je revenais en alternance. Au fil des semaines et des mois, je l'ai vue diminuer en termes d'énergie, en termes de morale. Elle avait toujours le sourire, mais un petit sourire malheureux en fait. Et moi, ça m'a marqué. Je la connaissais pas cette femme-là, pas plus que ça. Et ça m'a vraiment marqué. Et je lui disais, mais arrête-toi. Enfin, fais-toi arrêter, fais une pause, ça va pas. Je vois bien que ça va pas. Et elle me disait, mais non, non, je peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter. Que va devenir la mairie sans moi? Le maire, il est perdu. Les autres collègues, ils pourront pas le faire à ma place. C'est pas possible. Il y a le budget qui va arriver. Je peux pas m'arrêter. Je dis, mais donc de semaine en semaine, hein, j'assistais. Mais arrête-toi et je peux pas m'arrêter. Bon, puis finalement, elle a eu son arrêt de travail. Et je dirais presque heureusement, parce que je ne sais pas où elle serait aujourd'hui. Et c'est là où j'ai pris conscience de ce que moi j'avais vécu. Parce que les 2 premiers arrêts de travail, enfin à 10 ans d'intervalle, les médecins n'avaient pas posé le mot du burn-out. Parce qu'encore une fois, à cette époque-là, on n'en parlait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, ils le posent plus, et encore, tu me confirmeras, mais je crois que les médecins, ils sont pas toujours au fait de ça, malheureusement, du burn-out. Mais à cette époque-là, on n'en parlait pas. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit, mais tiens, c'est ce que j'ai vécu. Je me sentais pas bien, mais je revenais quand même travailler. Et finalement, ben, il y a un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. En fait, j'ai pas envie que la vie s'arrête. J'ai envie que ce travail-là s'arrête, en fait. J'avais pas envie de me suicider. J'ai jamais me passer par la tête. Mais la fatigue du travail, vraiment. Et c'est là que j'ai découvert un peu le concept du burn-out. C'est avec elle, avec cette personne-là, que j'ai découvert. Je ne sais pas si c'est elle qui a posé le mot ou moi en cherchant, parce que vraiment, je suis beaucoup dans l'empathie. Donc, je cherchais aussi comment je pouvais l'aider à mon petit niveau de stagiaire. Parce qu'à cette époque-là, j'avais 35 ans, mais j'étais stagiaire dans ce métier-là. Donc, je connais rien à la médecine. Donc voilà, et c'est là que j'ai posé ces mots-là.
Et ensuite, donc, une fois que j'ai eu ma licence professionnelle, j'ai été en remplacement. Un de remplacement qui devait durer 3 mois, ce qui était déjà long pour un remplacement. J'étais contente. C'était pas 2 jours par-ci, 3 jours par-là. Et finalement, je suis restée 1 an et demi. Et là, je sortais d'une formation très intense où je travaillais, je pense, largement 40-45 heures par semaine entre les stages en mairie, les cours où j'avais 35 heures de présence à la fac, plus tous les dossiers qu'on avait à rendre. Et là, je me suis ennuyée. J'ai remplacé quelqu'un qui se disait débordé, mais en fait, c'est parce elle avait peu de compétences en informatique. Or, moi, l'informatique, je maîtrisais bien. Donc, du coup, j'allais beaucoup plus vite qu'elle dans son travail. Et là, j'ai trouvé le temps très, très long. Ce que je faisais était intéressant. Bon, ça restait très technique, hein, pratique, mais c'était intéressant parce que surtout, je découvrais le métier, donc j'étais contente. L'ambiance était très bonne, mais je me suis vraiment beaucoup ennuyée. Et c'est là que j'ai posé le mot de bore-out. C'est le mot que je mets en titre aussi de mon livre, hein. 4 burn-out et un bore-out. Et tout va bien, on pourra en parler justement après. Voilà, le bore-out, bon, j'ai pas été dans l'extrême du bore-out, parce que justement, j'ai rebondi, j'ai demandé à mes collègues comment est-ce que je peux vous aider, comment est-ce que je peux faire avancer les choses. Du coup, j'ai mis des dossiers, des documents qui étaient plus pratiques pour mes collègues pour qu'elles puissent faire leurs recherches plus facilement. Donc, je me suis occupée en fait comme j'ai pu, tout en faisant le travail de ma collègue. Et donc, j'ai terminé ça au bout d'1 an et demi, parce qu'au bout d'un moment, je commençais quand même franchement à m'ennuyer. Et par rapport à ce que tu es en train de nous raconter, donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, tu as fait des burn-out qui, à l'époque, n'avaient pas été identifiés en tant que tels, parce que le mot n'avait pas été posé. Du coup, est-ce que tu penses que le fait que ça n'ait pas été identifié, c'est peut-être ce qui a eu une incidence sur le fait que tu en aies fait plusieurs, hein? Bah, je pense parce que je ne comprenais pas. Hmm. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Quand on est quelqu'un d'hyper dynamique, toujours de bonne humeur, toujours avec beaucoup d'entrain, il faut que ça avance et il faut que ça bouge. Et là, cette fatigue et plus envie d'aller travailler alors que je m'étais toujours investie à l'école, à la fac et puis dans mon métier, dans mes métiers. Euh, je comprenais pas. Je pense que, alors je ne sais pas, hein, mais si le mot burn-out avait été posé, avec l'explication qui va autour, parce que le mot burn-out tout seul, c'est juste une étiquette qu'on nous colle, peut-être que j'aurais mieux compris que c'était presque normal et qu'il était urgent de m'arrêter en fait. Je pense que c'est ça, c'est le côté arrêt obligatoire. Parce que ce que j'ai compris après, donc après en avoir fait plusieurs, c'est que finalement, mais ça tu le dis régulièrement dans tes podcasts, Marilyn, le burn-out, il faut s'arrêter, c'est presque la première chose à faire en fait. Quand on commence à en avoir conscience ou quand quelqu'un pose le mot ou quand le médecin propose l'arrêt, il faut s'arrêter. C'est la première chose. Après, on réfléchit. Mais d'abord, s'arrêter, se reposer, et puis après, on verra quoi. Parce qu'on n'est plus capable, en fait, de réfléchir. Quand on est dans le truc, on mouline à vide, finalement. On pédale à vide. Donc, ça sert à rien. Et ce que j'ai vécu après aussi, et même à ce moment-là, les burn-out que j'ai passés, à chaque fois, c'était cette impression de travailler toujours plus, toujours plus, toujours plus, mais sans avancer plus, finalement. Oui, tu étais un peu en mode hamster, on va dire, Ouais, l'hamster dans c'est sa ça, roue, qui, ouais. complètement. Et alors justement, par rapport à ça, ce qui est intéressant, parce que c'est là où on voit que l'arrêt ne suffit pas à lui seul non plus. Complètement. Si on ne sait pas que c'est un burn-out, eh bien on s'arrête, ok, on se repose, mais pour la reconstruction, en fait, il y a tout un travail à faire, de compréhension de ce qui t'est arrivé pour pas que ça revienne ensuite, finalement. Oui, Mm. mais oui, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça que j'en ai refait d'autres ensuite. Alors, ils se sont pas enchaînés. J'ai aussi pris des décisions différentes à chaque fois. Le premier burn-out, j'ai changé d'école, puisque c'était j'étais en remplacement sur 3 classes à ce moment-là. C'était une de mes classes qui n'allait pas. Le deuxième burn-out, j'ai changé de métier. Le troisième burn-out, on en parlera après sans doute, je suis revenue sur mon poste, mais par contre, j'ai rencontré mon supérieur qui était le maire à cette époque-là. Donc, j'ai rencontré le maire, j'ai pris rendez-vous, je lui dis maintenant, je reviens, mais il faut que ça change. Alors, j'ai pas tout révolutionné, hein, j'ai juste révolutionné ma propre organisation. Et le quatrième burn-out, j'ai quitté le salariat, la fonction publique. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de rebondir aussi. Le burn-out, on ne s'en sort pas forcément en tout plaquant.
c'est pas forcément la solution. Déjà, s'arrêter d'abord, parce que on est au bout du rouleau. Il y en a qui se lèvent pas de leur lit. Moi, je tenais plus debout le premier. Enfin voilà. Donc la première chose, c'est vraiment s'arrêter, se reposer. Lors de mon premier arrêt, j'ai même accepté une toute petite dose de somnifère. Pourtant, j'étais contre, hein. Moi, je suis contre toute accoutumance, que ce soit boire, que ce soit fumer, etc. Enfin bref, je suis contre tout ça. On sait jamais, je pourrais y prendre goût. Mais là, le médecin, il m'a dit, mais là, il faut que vous dormiez. Il faut dormir. Et je ne dormais plus. Donc du coup, j'ai pris voilà une toute petite dose pour dormir, mais à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, peu importe, il fallait récupérer en fait. C'était d'abord ça, récupérer mon énergie. Et ensuite, essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Mais comme tu dis, c'est exactement ça. S'il y a personne qui est là pour nous accompagner à ce moment-là, ça peut revenir. Alors ça peut revenir tout de suite, ça peut revenir dans 10 ans, ce qui a été le cas. Mais on a besoin de comprendre et vraiment de se faire accompagner, quoi. C'est là où les personnes comme toi sont vraiment importantes parce que tout seul, on n'y arrive pas. Il faut quelqu'un pour mettre des mots, faut quelqu'un pour être à côté, pour nous accompagner, pas pour être devant ou voilà, mais vraiment pour nous aider à comprendre ce qui se passe et je ne sais pas si on peut guérir d'un burn-out ou d'un système de burn-out, mais En tous éviter. les cas, oui. En tous les cas, on peut travailler sur les facteurs qui mènent au burn-out, notamment les facteurs individuels que tu as évoqués, parce que souvent, justement, c'est un peu des travaillomanes, hein, des personnes très impliquées, avec Complètement. tendance perfectionniste, avec des gens qui sont très souvent sollicités, vu qu'ils travaillent bien et qu'ils sont engagés. Et c'est vrai que bien souvent, il y a de l'ordre d'apprendre à dire non, ce qui ne veut pas dire non tout le temps, bien évidemment, mais c'est ce qui veut dire aussi de se préserver soi et de ne pas tout accepter et d'être surchargé. Et Mm. puis, il y a aussi le côté perfectionniste, des fois, qui peut être un peu pesant pour certaines personnes, qui ont un Complètement. haut degré d'exigence, qui des fois va au-delà de ce qu'on leur demande, alors qu'on leur demande pas forcément autant non plus. Et puis, tu l'as évoqué tout à l'heure, là, avec les facteurs organisationnels, que toi, tu as évoqué avec ton maire, où tu lui as demandé, en fait, de faire des changements. Et d'ailleurs, ces changements ont été acceptés ou pas quand tu lui as demandé? Oui, alors pour revenir sur cette histoire-là, donc après un an et demi de remplacement, j'ai postulé sur un poste de directrice générale en mairie. Donc voilà, le bras droit du maire et tout. C'était la première fois que j'avais ce métier-là à responsabilité. Donc merci, monsieur le maire, de m'avoir fait confiance. Mais je suis arrivée à une période où il y avait beaucoup de choses à faire à ce moment-là. On était en pleine période budgétaire, en pleine préparation électorale municipale. C'est ce qui génère le plus de travail en mairie. Et parallèlement, ça, c'était pas prévu au programme, parallèlement, j'étais enceinte. Donc, c'était pas prévu quand je suis arrivée. Donc, tout ça cumulé, j'avais beaucoup, beaucoup de travail dans une mairie que je ne connaissais pas. Je connaissais pas les dossiers en cours. Je connaissais moyennement le travail qu'il y avait à faire. Et le maire attendait beaucoup de moi, forcément. Et du coup, là, c'est là où vraiment je me suis dit, mais je travaille de plus en plus. Je me revois des fois le matin. J'arrivais très tôt le matin, parfois à 7 heures du matin, voire plus tôt. Il faisait nuit en plein hiver et tout. J'entends encore mes pas sur la route. J'arrive le matin, je pars le soir, il est parfois 20 heures, parfois plus. Mon mari qui me téléphone, tu rentres quand? Bah, je sais pas. Parfois, ça m'arrivait de ramener des dossiers à la maison aussi. Et la sage-femme me dit, mais arrêtez-vous. Ben, je dis non, encore une fois. Je dis non, mais qui va faire le travail? Enfin, là, c'est le bazar. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de retard. Je peux pas laisser mon bureau avec ce retard-là. C'était très culpabilisant pour moi. Et puis encore une fois, je me sentais, aussi, je me suis dit, maman, c'est parce que moi, je viens d'arriver, je sais pas faire et tout. J'ai fini par accepter l'arrêt de travail de la sage-femme, avec un petit peu d'avance sur le congé maternité. Et heureusement, parce que j'avais quand même, là, j'étais plus toute seule. J'avais un bébé aussi dans mon ventre. Donc, il était important aussi de prendre soin de lui. Et là, je suis restée arrêtée un an. Donc, le congé maternité. Et j'ai suivi avec un congé parental. Alors, moi, je ne suis pas du tout maman au foyer. C'est pas du tout mon truc. Mais j'avais besoin de me reconstruire, de profiter de mon bébé et de me dire, là, par contre, le burn-out, je l'avais vu. Celui-là, enfin, j'en ai pas pris conscience tout de suite, hein. Il a fallu que je m'arrête pour en prendre conscience. Encore une fois, d'où l'importance de l'arrêt de travail, vraiment. De sortir de la roue du hamster, comme tu disais tout à l'heure. Donc, il a fallu que je m'arrête, que je prenne du temps d'abord pour moi et après avec mon bébé pour réfléchir et me dire, OK, je suis bien dans ma mairie, je suis contente de la relation que j'ai avec le maire, mais vraiment, c'est vrai que c'était une relation qu'on avait qui m'a vraiment beaucoup plu, mais pas comme ça. Il faut que je le fasse différemment. Donc, j'ai construit
mon retour, j'ai préparé mon retour en mairie après 6 mois de congé parental. Donc, quasiment un an jour pour jour, je crois qu'il y avait eu une semaine d'écart, je crois. Je suis revenue en mairie et dès le premier jour, forcément, on m'attendait, hein. Pas comme le Messie, mais on m'attendait. Ça y est, Alexandra revient, c'est bon, on va reprendre les choses en main. Évidemment, j'avais été remplacée pendant ce temps-là, mais par quelqu'un qui faisait aller, en fait, qui gérait le quotidien, mais c'est tout. Et donc, dès la première semaine, j'ai dit au maire, bah voilà, je veux vous voir, je veux qu'on se voit. Donc, pas de problème. Donc, je lui dis, voilà, je voudrais me réorganiser. J'ai réorganisé mon emploi du temps. Je travaillais le même nombre d'heures sur le papier, 35 heures. Mais pour éviter d'en faire 50 comme je faisais avant mon arrêt de travail, j'ai raccourci ça sur 4 jours et demi. 4 jours et demi par semaine. Ce que le maire a accepté. Donc, ce qui faisait, j'avais toujours des journées de 10 heures, mais le fait de ne pas revenir une journée par semaine m'a permis, moi, de ne pas faire des dizaines d'heures supplémentaires par semaine. Voilà, c'était vraiment l'objectif. Bon, puis après, effectivement, je connaissais quand même un petit peu mieux la mairie. J'avais eu le temps, il y a des choses qui avaient eu le temps de décanter aussi pendant un an. Le cerveau, il travaille, hein, même quand nous, on ne travaille pas, le cerveau, il travaille aussi. Donc voilà, j'étais moins perdue. J'ai acquis des compétences, comment dire, des méthodes de travail pour être plus efficace aussi dans mon travail, mieux connaître, etc. Donc là, ça a été accepté par le maire et je trouve ça important aussi. Encore une fois, il n'y a pas que la fuite comme solution. Il y a plusieurs façons. Toi, tu parles beaucoup, bah, ton podcast, c'est revenir au travail. C'est pas simplement se mettre dans l'entrepreneuriat. C'est pas tout le monde, ça convient pas à tout le monde en fait. Donc, on peut très bien revenir, négocier son retour, pas forcément en termes d'horaire, mais en termes d'agencement, en termes de tâches. J'ai réorganisé aussi les tâches avec ma collègue. On était deux à l'administratif. Il y a plusieurs choses à faire en fait. Et après, chacun fait selon son poste, bien sûr, et avec sa hiérarchie. Mais c'est vrai que là aussi, dans les podcasts que tu fais régulièrement, tu parles aussi d'accompagner le salarié dans l'entreprise quand il revient, et même avant. Et je trouve que c'est fondamental en fait. Parce que l'entreprise ou la mairie ou peu importe, hein, l'établissement où on est, très peu sont au courant du burn-out ou alors ça arrive qu'aux autres et puis c'est quelque chose d'assez flou en général. Donc, on a besoin, le salarié tout seul, parfois, il n'est pas en capacité de dire ça ne va pas, je veux faire ci ou ça. Moi, j'avais une bonne relation avec le maire, donc ça allait très bien. J'étais dans un poste, j'avais un petit pouvoir de décision aussi, d'organisation en tout cas, mais c'est pas toujours facile. Donc, se faire accompagner, là aussi, c'est important, quoi. Donc là, je te rends aussi ta place de coach aussi à ce niveau-là, de coach pour accompagner les salariés et les entreprises dans le retour à l'entreprise. Oui, c'est important, alors cet accompagnement, et c'est important en fait ce temps de réflexion pour que les personnes finalement, à un moment donné, quand elles ont retrouvé l'énergie et qu'elles ont du dynamisme retrouvé également, c'est qu'elles se reprennent les rênes. C'est-à-dire que comme tout est parti un petit peu à volo au moment où on part, où on est arrêté, etc., selon comment ça se passe, et qu'à un moment donné, quand on se pose et qu'on réfléchit, c'est d'établir une feuille de route pour la suite, hein, avec qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai besoin pour que ça se passe mieux que quand je suis partie. Et après, d'essayer avec l'entreprise, bah, de proposer ce à quoi on a réfléchi et ce dont on a besoin, surtout parce qu'on ne va pas pouvoir continuer de la même manière, parce qu'à chaque fois je dis que l'après ne pourra plus être comme l'avant, ça c'est c'est ma grande phrase, mais c'est la réalité. L'après ne pourra plus être comme l'avant, vu que l'avant a mené la personne en burn-out, hein. Mm. Donc il faut absolument que l'après soit différent. Alors des fois, malheureusement, l'entreprise n'est pas forcément d'accord avec les aménagements qui peuvent être demandés, ou alors des fois ne peut pas répondre aux aménagements demandés, ça dépend. Mais c'est vrai que bien souvent, on voit que les gens reviennent à temps partiel. En tous les cas, ils ne reviennent pas à temps complet. Et qu'il y a des aménagements, on va dire, par rapport à la charge de travail. Parce que quand tu me disais tout à l'heure que vous étiez attendu comme le Messie, justement, c'est en règle générale la chose à éviter, la personne qui est attendue comme le Messie pour son jour de rentrée. Parce que si tu as été absente pendant de longs mois, et que déjà tu as des gens qui se disent, oh là là, mais je vais avoir 6 mois de mails à lire, mais ça va pas être possible. Non, non, moi j'ai dit aux gens, si vous êtes arrêté depuis 6 mois ou un an, n'imaginez pas un instant que vous allez lire un an de mails. Enfin, c'est pas possible. À un moment donné, il faut faire le deuil de ça, hein. Enfin bon, voilà. C'est exactement ça. Et c'est vrai que souvent, la personne titulaire du poste, ben, on l'attend. Alors, comme le Messie ou pas, bon, c'est peut-être une boutade, mais voilà, la personne, on estime qu'elle connaît bien, on a confiance en elle, donc elle va repartir comme en l'an 14. Sauf que, par exemple, si j'ai pensé à reprendre à mi-temps. Sauf que j'aurais été payée à mi-temps.
clairement. Mais au poste où j'étais, ça aurait été très compliqué de dispatcher les responsabilités. Alors tout est possible, hein. C'est pas le problème. Mais voilà, tel que c'était organisé en mairie, je me suis dit, si je reprends un mi-temps, je vais faire un trois quarts temps avec des heures supplémentaires à n'en plus finir. Et puis comme bah, Alexandra, là aujourd'hui tu travailles qu'une demi-journée, tu peux pas rester cet après-midi, il y a un dossier à finir. Enfin, il y aura toujours des excuses pour faire des heures supplémentaires. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit, vaut mieux, dans mon cas par exemple, vaut mieux que je me fasse des journées de 10 heures. Ça va être difficile de faire des heures supplémentaires quand on en a déjà fait 10, que de revenir une journée supplémentaire. Mais après, c'est très variable selon les situations. Voilà, ça dépend vraiment de ce que la hiérarchie peut aussi mettre en place, du poste où on est aussi. On peut être un poste d'exécutant, on peut être un poste à responsabilité, on peut être un intermédiaire. Je pense que c'est très variable en fait selon les situations. Exactement, c'est à la carte. Alors, j'avais envie de te demander, Alexandra, justement avec tout ce qui t'est arrivé, alors c'est quoi qui t'a donné l'envie du coup d'écrire ton livre? Alors en fait, je m'étais déjà lancée dans l'entrepreneuriat. Donc moi, je suis biographe. Donc j'écris les histoires des autres, les récits de vie des autres. Ça peut être un récit complet ou un parcours sur un thème particulier. Donc j'écrivais déjà pour des personnes et parallèlement, je m'entendais souvent dire à ceux qui sont pas bien dans leur travail, ben change. Ben, t'es pas bien, tu changes quoi. Ça me paraissait tellement évident. Moi, j'avais changé plusieurs fois d'école, et puis j'avais changé de métier, et puis. T'es pas bien, tu changes. Enfin, oui, mais moi, j'ai une maison à payer, j'ai des enfants, tu comprends, c'est compliqué, je lève toute seule mes enfants. Je dis, bah écoute, ouais, moi aussi, j'ai un loyer à payer, j'ai deux enfants, mon mari s'occupe de nos enfants. C'est un vrai choix familial, mon mari s'occupe de nos enfants, il est papa à domicile, donc il n'a pas de revenus. Et je suis la seule à apporter les revenus à la maison. Donc on n'a pas de chômage par ailleurs, mais change quoi. Oui, mais... Et donc voilà, c'est comme ça que je commençais à raconter mon histoire une fois, deux fois, trois fois. Et là, j'ai senti que j'avais besoin, c'est vraiment un besoin, j'avais vraiment besoin de raconter mon histoire. Au début, j'ai écrit en me disant, j'écris pour moi, et puis lira qui voudra. Un peu, je m'en fiche. C'est un peu ça. Et puis, au fil des jours, des semaines, on se prend un peu au jeu quand même. Enfin, moi, j'écris. Bon, moi, j'écris depuis toujours. Ça, c'est depuis que je sais tenir un stylo, j'écris. Et le fait d'avoir écrit aussi pour d'autres narrateurs avant moi, ça m'avait aussi donné envie. Il y a un moment, je me suis dit, oui, j'ai quand même envie d'être lue par les gens qui me connaissent, par la famille qui n'a... Je crois qu'ils étaient même pas au courant que j'avais fait des burn-out. Je crois qu'ils étaient même pas au courant. Par mes amis, par ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, par ceux que je connais de près ou de loin. J'avais envie de faire connaître mon histoire, de partager mon histoire. Et puis de partager mon histoire avec ceux qui, justement, ne sont pas bien dans leur travail ou dans leur métier au quotidien, qu'ils soient salariés ou autres, qu'ils aient des responsabilités ou pas. Et c'est aussi pour ça, le titre principal de mon livre m'est venu tout de suite. 4 burn-out et un bore-out, ça faisait un petit peu 4 mariages et un enterrement. Donc ça m'a plu, ça m'est venu tout de suite, mais je trouvais ça un peu plombant quand même. 4 burn-out et un bore-out, ça fait peur. Je suis pas sûre qu'on a envie de lire le livre. Et là m'est venu, ben, j'ai eu d'autres idées qu'on m'a apportées, et tout va bien. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça que j'ai envie de transmettre. J'ai vécu 4 burn-out, j'ai vécu un bore-out dans des situations complètement différentes à chaque fois, donc c'est pas le même qui est revenu, c'est vraiment des burn-out différents. J'ai fait autre chose, j'ai pris d'autres décisions à chaque fois, des décisions différentes, et j'ai envie de dire, oui, on peut s'en sortir. Alors tout seul, c'est difficile, clairement. Oui, on peut s'en sortir, et il y a plein de façons de s'en sortir. Donc ça, c'est le premier message que je voulais transmettre. Et le deuxième message, c'est attention, attention, warning, alerte. Quand on plonge dans le burn-out, on ne s'en rend pas compte. Mais clairement, le premier que j'ai vécu, je m'en suis pas rendu compte. J'ai pas compris ce qui m'arrivait, j'étais épuisée et marre de ce travail. Pourtant, j'aimais mon travail. Le deuxième, pareil. Le troisième, pareil. À chaque fois, je comprends pas. Enfin, le troisième, j'ai un peu plus compris puisque du coup, j'avais été témoin d'un burn-out. Mais quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Et pour te donner un autre exemple, là, cet été, j'ai une bonne amie entrepreneur qui était à fond aussi. De toute façon, les gens qui font des burn-out, c'est pas des gens tranquilles. C'est des gens qui sont toujours à fond dans leur boulot, qui donnent beaucoup à leur travail.
Et je disais, mais fais attention, ralentis. Elle me disait, oui, mais là, j'ai un salon à préparer, je ne peux pas ralentir, je ralentirai après. Je dis, ralentis, fais attention parce que je les sentais, les signaux. Je les voyais, je les sentais, voilà. Le salon est passé, c'était début juin. Et ensuite, elle m'a dit, oui, mais là, je ne peux pas ralentir parce que je ne peux pas. Toujours la même phrase, je ne peux pas m'arrêter. C'est toujours pareil. Et je ne peux pas parce que j'ai un mariage à préparer, elle était dans l'événementiel. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Bah oui, sauf que début juillet, elle est tombée. Physiquement, elle est tombée. Elle a un petit garçon. Elle s'est dit, oh là. Et là, du coup, enfin, en gros, je l'ai pas lâchée parce que je me suis dit, mais toute seule, on s'en rend pas compte en fait. Donc elle-même savait bien qu'elle était dans la roue du hamster. Enfin, elle le savait bien, je sais pas trop. En tout cas, elle savait bien qu'elle était à fond, mais elle se rendait pas compte qu'elle pouvait aller droit dans le mur, quoi. Et là, me revient l'épisode numéro 10, là, qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est extraordinaire. Franchement, ceux qui écoutent ce podcast-là, je vous invite vraiment à l'écouter le numéro 10. Marilyn ne m'a pas payé pour le mentionner. Non, je t'ai rien dit avant. Non, 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 tu m'as rien dit avant et je t'en ai même pas parlé non plus. Il est vraiment extraordinaire ce podcast, hein, avec un médecin spécialiste, c'est ça, hein. Didier Le Chemia, oui. Et il explique vraiment les prémices du burn-out, comment ça se passe en termes d'hormones, en termes de physiologie, biologie, enfin vraiment, c'est pas que dans la tête que ça se passe, quoi. Et puis, jusqu'où ça peut mener si on fait pas attention, si on s'arrête pas avant, si, voilà. Donc franchement, ceux qui écoutent aujourd'hui, je vous invite vraiment à l'écouter. Et c'est là que je lui ai dit, mais vraiment, arrête-toi. Là, je lui ai dit carrément, arrête-toi. Elle me dit, mais je peux pas. Bon, j'allais pas la prendre par la main, encore une fois, hein, je suis pas médecin, moi. Mais elle m'a dit, bon, ok, je ralentis un petit peu, là c'est plus calme, c'est l'été, etc. Je ralentis. Mais elle n'a pas ralenti suffisamment, elle est retombée. C'est pour dire que, franchement, enfin, je ne vois pas d'autre solution en premier lieu que de vraiment s'arrêter, mais s'arrêter vraiment. S'arrêter un mois, 2 mois, 3 mois. Un mois pour moi, c'est pas assez, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Mais vraiment faire une vraie pause, quoi. C'est pas ralentir. Ralentir, ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'on est pris dans le rythme du travail, en fait. En fait, dans l'exemple que tu évoques, c'est pour ça que c'est hyper important que la personne elle aille consulter quelqu'un qui connaît bien le burn-out. C'est d'ailleurs ce qu'explique un peu le docteur Le Schéma dans l'épisode 10 dont tu parlais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le docteur va expliquer ce que la personne est en train de risquer et que quand elle va basculer, ce qui va pouvoir lui arriver. Et quelque part, quand il y a cette explication avec ce qui peut en découler, et notamment des troubles cognitifs et peut-être même des séquelles, je trouve que ça fait réfléchir à deux fois quand on dit bah non, je peux pas, et qu'à chaque fois on fait passer le travail en priorité. Parce que la fois où on tombe pour de bon, là on se dit ah ouais, quand même, j'aurais dû faire un peu attention à moi, quoi. Et c'est vrai que ce que tu dis, faire passer le travail en priorité, Mm. c'est exactement ça, jusqu'au jour où je me suis dit, si jamais moi, il m'arrive un truc, que je me prenne un arbre, que je me prenne, peu importe. Oui, en mairie, ils vont pleurer 1 minute, 2 heures, ils vont peut-être venir à mon enterrement. Et puis c'est tout. Sauf que ma famille, pour eux, je suis irremplaçable. Là, par contre, je suis irremplaçable. Au travail, on peut être remplacé. Même si on a, quel que soit notre niveau de responsabilité, on est remplaçable. Pour nos proches, pour nos enfants, quand on en a, on est irremplaçable, mais vraiment. Donc là, c'est là aussi où on n'est pas tout seul, en fait. C'est pas une expression que j'aime, mais c'est important de faire attention pour nous, d'abord, mais aussi parce qu'on n'est pas tout seul. Et le travail, non, le travail, c'est pas toute la vie, en fait. Il y a des tas de gens on dit le cimetière est rempli de gens irremplaçables, Indispensable. c'est ça, Oui. indispensables. Oui. Non, mais t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Alors, juste par rapport à tout ce que tu venais de dire, alors je t'ai parlé de ton livre, mais ce que j'aurais voulu savoir aussi, en fait, mais c'est quoi qui t'a donné l'envie de devenir biographe? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette direction-là, en fait, et pas une autre? Alors, j'étais dans le quatrième burn-out, puisque j'étais très bien dans la mairie où j'étais, là où j'ai fait le troisième. Mais un jour, une lubie, mon mari et moi, on a eu envie de changer de région. Donc, j'aurais bien emmené la mairie avec moi, mais c'était pas possible. Donc, j'ai trouvé une autre mairie. Je suis arrivée et j'ai senti, alors pas tout de suite, mais assez vite, qu'il y avait une ambiance qui n'allait pas. Ça n'allait pas du tout, là, c'était en termes de valeurs humaines. Je vais la faire courte parce que c'est pas le sujet ici. S'il y en a qui sont intéressés, tout est écrit dans le livre. Mais voilà. Et à un moment, donc je m'enfonçais doucement, tranquillement, lentement.
dans le 4e burn-out. J'en ai pas pris conscience tout de suite, encore une fois. On a beau avoir l'expérience, on s'en voit pas tout de suite. Et je me suis dit, finalement, j'ai envie de changer, j'ai envie de partir d'ici. J'ai fait ce que j'ai pu, mais là, ça marche. Je peux plus, hein, je peux pas ramer toute seule. Mais j'avais pas envie de changer de mairie. J'avais pas envie de changer de métier. Enfin, je sais pas trop. Et puis un soir, en me couchant, mais vraiment, ça c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a le mot écrivain public qui m'est venu, un peu comme une illumination. Écrivain public. Bon, sauf que écrivain public, on est au 21e siècle quand même. Est-ce que c'est très utile? Est-ce que ça sert encore? Est-ce que ça existe encore? J'en avais aucune idée. Bon, j'ai dormi dessus quand même. J'ai pas passé ma nuit dessus. Et dès le lendemain, j'ai quand même cherché écrivain public. Donc, oui, ça existe. Il en existe en France, alors on n'est pas nombreux. Des biographes encore moins. Et deux, il y a même une formation qui existe. Donc, ni une ni deux. Je me suis dit, bon, la mairie, je m'en vais. J'ai donné ma lettre au maire, qui est tombé des nues, forcément. Qui est tombé des nues parce que je partais sans rien. Cette fois-ci, je partais sans rien. Il m'a dit, mais t'es folle. Alexandra, t'es folle, mais tu vas faire quoi? T'as des enfants, tout ça, tu vas faire quoi? Je me rappelle, j'adore. Je trouvais ça très drôle parce qu'il avait rien fait pour que ça aille mieux, quoi. Mais bon, moi, je trouvais ça très drôle parce que moi, je savais où j'allais. Enfin, je savais pas trop, mais je savais que j'allais rebondir. Et donc, cette formation-là, je l'ai suivie, formation écrivain public, et c'est là que j'ai découvert le métier de biographe. Un écrivain public, il peut faire plein de choses. Il peut écrire des lettres d'administration, il peut écrire un CV, il peut écrire aussi des récits de vie. C'est là que j'ai découvert ce métier-là, que je ne connaissais pas. Comme la plupart des personnes, on s'imagine qu'il n'y a que les personnes importantes, les personnes célèbres qui peuvent écrire leur histoire. Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte, en fait, que ça répondait à beaucoup de besoins. Il y a énormément de personnes qui veulent raconter leur histoire. Alors, ça peut être la mamie de 80 ans pour ses enfants, mais ça peut être aussi telle personne qui a vécu un événement particulier, ou je pense à une femme qui s'est reconvertie dans le coaching familial, ou par exemple, moi, j'ai écrit sur mon parcours professionnel au travers des burn-out, sachant qu'il n'y a pas que ça non plus dans le livre, je ne parle pas que de ça, je parle aussi du quotidien. Il y en a qui vont parler de comment ils sont devenus chefs d'entreprise. J'ai trois narrateurs actuellement pour qui j'écris qui racontent justement comment ils en sont arrivés à avoir 10 salariés et puis 80 salariés et puis voilà comment ils en sont aujourd'hui, comment ils sont passés aussi au travers du burn-out. Donc voilà, écrivain biographe. Et en fait, je me suis rendu compte, mais pas tout de suite, que depuis toujours, alors déjà, j'écrivais depuis toujours. Mais comme beaucoup, je commençais des livres, des romans, mais j'arrivais jamais au bout parce que je manquais d'inspiration. Et là, en fait, l'inspiration, on me la donne. Les personnes me racontent leur histoire. Donc, j'ai pas besoin d'être inspirée. J'ai juste besoin de savoir écrire, de retranscrire de façon littéraire ce qu'ils me racontent. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est que depuis toujours, j'adorais qu'on me raconte des souvenirs, un voyage ceci, un événement cela, comment tu as fait pour arriver là. Enfin voilà, j'adore ça en fait. On me raconte des histoires. Mon métier, c'est d'écouter des histoires et de les écrire après, d'en faire un livre. Je participe à une forme de transmission, que ce soit une transmission familiale ou une transmission pour le grand public. Il y en a qui vendent leurs livres. Mon dernier narrateur, pour ses 50 ans, s'est offert un livre. Il en a déjà vendu 250. Donc voilà, il y a plein de motivations d'écrire un livre, en fait. C'est ça que je disais en introduction que je trouve merveilleux. Et c'est vrai que quand tu communiquais sur les réseaux à ce sujet, je t'avais même mis un petit commentaire en disant que si ma grand-mère était encore en vie, je lui aurais offert ce cadeau. Il y en a combien qui me disent ça? Ouais, parce que j'aurais adoré en fait que tu puisses l'écouter et qu'elle te raconte sa vie et que après tu puisses en faire un livre, ça aurait été merveilleux et c'est ça que je trouve merveilleux en fait dans le métier que tu fais et que j'adore quand tu partages ça sur les réseaux et que je sais pas, il y a quelque chose pour moi de l'ordre du merveilleux dans ce que tu fais et j'adore ça. Et quand on écrit son livre, on l'écrit pour soi. Très souvent, on l'écrit d'abord pour soi. Pas tout le temps, mais très souvent. Mais aussi, on l'écrit pour les autres, en fait. Comme moi, j'ai écrit mon livre, je ne l'ai pas écrit que pour moi, j'ai écrit parce que j'avais un message très très fort à transmettre. Parfois, je dis, c'est un peu comme une envie d'accoucher pour les femmes qui ont vécu ça. Il y a un moment, il faut que ça sorte. Il y a besoin que ça sorte. C'est un besoin, c'est viscéral, il y a besoin de l'exprimer. Et alors, ça peut être le livre, ça peut être autre chose. Mais il y a besoin de l'exprimer, il y a besoin de le crier à la terre entière quasiment, ou au moins à tous ceux qu'on connaît. Et il y a des personnes aussi, parmi les personnes qui me contactent, parfois, c'est pas
le narrateur lui-même qui va me contacter, c'est exactement ce que tu me dis, c'est les enfants ou les petits-enfants. On a besoin de savoir d'où on vient. On a besoin de connaître notre histoire, nos origines. Et quand c'est un livre qui s'écrit au sein de la famille, enfin, quand c'est le narrateur pour ses enfants, petits-enfants, c'est un cadeau qui se fait pour tout le monde en fait. Le narrateur a le cadeau de se raconter, d'avoir quelqu'un qui est là pour l'écouter, pour écrire son histoire. Donc ça, c'est le premier cadeau. Et le deuxième cadeau, c'est de le partager ensuite à ses enfants, ses petits-enfants. Parfois, ce sont les enfants, petits-enfants qui se cotisent pour offrir ça aux parents, aux grands-parents, parce que le cadeau leur revient en fait. Donc pour moi, c'est un cadeau collectif d'écrire un livre. Et ce que je dis souvent, c'est que contrairement à beaucoup d'autres médias, le livre, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, il est encore là. Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Un livre d'entreprise, parce que j'écris aussi pour les entrepreneurs et les entreprises, quand ils postent sur les réseaux sociaux, ça fait 3 heures. Quand ils écrivent, quand ils font leur site internet, au bout de 3 ans, il faut le refaire. Un livre dans 50 ans, il est encore là, il a la mémoire. Pour moi, c'est vraiment presque un devoir de mémoire, en fait. On devrait tous écrire un livre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je trouve ça très, très inspirant, en fait, ce que tu nous partages. Alors, je voulais te demander, justement, par rapport à ça, eh bien, maintenant que tu es biographe, donc tu es entrepreneur. Oui. Et en étant entrepreneur, est-ce que tu fais attention à ne pas rebasculer en burn-out? Est-ce que c'est un risque encore pour toi ou qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça me fait sourire ta question, Hmm. parce que mon livre, 4 burn-out et un bore-out, se termine par cette mise en garde. Je ne sais plus comment je le dis. Euh, régulièrement, le 5e burn-out pointe son nez par la fenêtre. Je crois que c'est comme ça que je le dis. Donc je fais attention, régulièrement, il pointe son nez. Mon livre, je l'ai publié au mois de juin 2023. Au mois de juin 2024, j'ai vécu un 5e burn-out. Pourtant, je l'ai vu venir, celui-là. Je peux pas dire que je l'avais pas vu venir. Celui-là, ça fait 1 an que je le vois venir. J'étais à mon compte. Là, je peux dire que c'est la faute de personne d'autre. Là, autant les autres fois, on est toujours, enfin, pour moi, on est toujours co-responsable de ce qui nous arrive. On a des choix, on fait des choix, on est toujours co-responsable de ce qui nous arrive. Là, en l'occurrence, j'étais toute seule. J'étais seule responsable de ce qui m'arrivait. J'avais pas de client ou de patron ou quelqu'un qui me mettait la pression. Je l'ai vraiment fait toute seule, celui-là. Comme quoi, on n'est pas à l'abri, en fait. Et pourtant, je savais, je l'ai senti venir, celui-là. Et c'est là où je me dis, bon, là, ça suffit, quoi. Ça suffit. Il y a un truc, il faut vraiment que ça s'arrête. Certes, j'ai peut-être une tendance à être beaucoup dans le travail. Ça, c'est, de toute façon, c'est depuis toujours. Mais là, ça suffit. Surtout que si, quand on est salarié et qu'on se met en arrêt de travail, on est indemnisé. Quand on est entrepreneur en arrêt de travail, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là que je t'ai appelée, Marilyn, parce que je me dis là, toute seule, il faut qu'il y ait un déclic. Il faut que je comprenne un truc, parce qu'il y a sûrement un truc que j'ai pas compris. Je l'ai vu venir, et pourtant, je suis quand même tombée dedans. Donc, et c'est là que notre échange, il a été vraiment très important pour moi. Ça m'a permis de remettre des choses en place, des choses que je savais déjà, et des choses dont j'avais pas forcément conscience. Je me rappelle, tu m'as notamment dit de m'autoriser à, je sais plus ce que tu m'as dit, m'autoriser à m'arrêter, ou je sais plus exactement ce que c'était. Je sais pas si tu te rappelles. T'autoriser à prendre du temps pour toi. C'est ça, merci. C'est exactement ça. Bizarrement, je m'en rappelle plus. J'ai C'est besoin que curieux. tu me... C'est ça, j'ai besoin que tu me rappelles. Oui, je t'ai dit de penser à toi, de prendre du temps pour toi. C'est très bizarre quand même. Comme quoi, je l'ai peut-être pas encore intégré, ce truc-là. Donc, prenez du temps pour vous, vous qui nous écoutez. Prenez du temps pour vous. Par jour, par semaine, par mois, comme vous voulez. C'est important parce que on n'y pense plus. Ben oui, je vois ça, effectivement. Mais là, voilà, je me suis vraiment arrêtée toute seule. Encore une fois, hein, quand on s'arrête entrepreneur, on n'a pas de sous, on n'a pas d'argent. Mais là, ça devenait vital. Je travaillais toujours plus pour mes clients, mais j'étais submergée en fait. Je me sentais noyée, j'avais l'impression d'étouffer, un peu comme on ne voit pas au podcast, mais un peu la vague qui monte, qui monte, qui monte, et l'asphyxie, enfin, j'étais à l'asphyxie en fait. Et, euh, et c'était indispensable. Donc ce burn-out-là a duré moins longtemps, heureusement, que les précédents, mais il est quand même arrivé. Là, je ne vois pas le 6e. Je me dis, tiens, j'ai peut-être compris un truc.
Je vois pas le sixième, alors je l'attends pas, hein. Je ne le cherche pas non plus. Et alors, je vais pas dire que c'est amusant ce que tu me dis parce que ça l'est pas, mais en tous les cas, ce qui est singulier plutôt, c'est que l'asphyxie, c'est un terme qui revient énormément chez les personnes que j'accompagne. On me parle beaucoup d'asphyxie et en plus, à chaque fois, on vient de me faire un peu ce que tu viens de me faire, c'est-à-dire que là, tu m'as pas montré ta poitrine, mais souvent les personnes me disent, et c'est bloqué là. Et je dis ça en montrant ma poitrine, hein, pour ceux qui nous écoutent, et ça reste bloqué là et je sens que c'est bloqué là. Et quand tu dis oui, il faut réapprendre à respirer, mais c'est carrément ça, quoi, parce qu'en fait, les gens sont bloqués. Et quand tu parlais de prendre du temps pour soi, une des clés, c'est de prendre du temps de manière régulière et de pas attendre les congés. Parce que si on se prend pas des pauses régulières pour soi, et vraiment que pour soi, parce que finalement, des fois, quand on fait le bilan, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a le temps pour le travail, le temps pour la famille, et le temps pour soi, et ben écoute, c'est quand on peut. C'est ça. Et quand on peut, eh ben, souvent, ben, c'est pas souvent pour certaines. Et comment sinon tu analyses justement par rapport à l'entrepreneuriat? Tu disais tout à l'heure, c'est quoi? Tu penses que tu as pris peut-être trop de travail à faire sur une période donnée? Comment tu l'analyses? Oui, quand on est entrepreneur à son compte, surtout quand on a toute la charge financière sur ses épaules, ce qui est mon cas. Encore une fois, c'est un choix, mais c'est quand même une charge, voilà, que j'assume. Il y a aussi que si je dis non à un narrateur, ben, je n'aurai pas d'argent, forcément. Si je dis oui à Monsieur Dupont, si je dis oui à William, si je dis oui à Mireille, si je dis oui à Jocelyne, ben, j'aurai de l'argent, forcément. Et c'est très concret. Quand on est entrepreneur, c'est très, très concret, ça. Si je dis, bah écoute, là maintenant, tout de suite, je peux pas parce que j'en ai trop, on reporte le mois prochain, bah, j'ai peur qu'il ne revienne pas le mois prochain. Même si moi je l'appelle, peut-être que lui ou elle va passer à autre chose ou va passer à un autre biographe. Bon, on n'est pas nombreux. En France, on est à peine une centaine. Et à faire ça à temps plein, on doit être quoi, une dizaine, je pense. Je sais pas, mais on n'est pas nombreux. Donc la concurrence n'existe pas beaucoup dans mon métier. Mais c'est la peur du manque. Très clairement, dans l'entrepreneuriat, il y a la peur du manque financier. Et c'est pour ça que j'ai dit beaucoup oui. Et effectivement, je me suis retrouvée avec trop de biographies en cours. Alors, c'est pas le fait d'en avoir trop en cours, je n'ai jamais mélangé les histoires, parce qu'elles sont trop différentes, on est tous uniques, donc ça, c'est vraiment pas le souci. Mais je peux pas rendre un entretien 2 mois plus tard, c'est pas possible. Donc, si je le rends dans les 15 jours, 3 semaines, c'est le délai que j'essaye de me donner, ben, il faut que j'écrive pour mes clients narrateurs régulièrement. Et quand on est entrepreneur, on n'a pas que le cœur de notre travail. Il y a aussi tout le côté administratif. Il y a aussi comment dire, tout ce qui est réseau entrepreneurial parce que pour pas rester tout seul dans sa bulle, parce qu'on a besoin aussi des autres. Il y a tout le côté formation. Moi, je n'ai jamais cessé de me former. Alors, pas forcément se former sur l'écriture, mais se former sur les réseaux sociaux, par exemple. Moi, quand j'ai commencé, il y a 3 ans, j'ai fêté mes 3 ans le mois dernier. Quand j'ai commencé, j'avais un tout petit compte Facebook que je n'alimentais absolument pas. Je connaissais rien au reste. Donc, pareil, il a fallu que je me forme. Moi, dans mon métier, si je ne communique pas, je n'existe pas. Le jardinier, la coiffeuse, on les trouve dans les pages jaunes. On n'ira pas chercher biographe dans les pages jaunes parce qu'on n'y pensera même pas. Donc, si je ne communique pas, je n'existe pas. Donc, il faut que j'apprenne à communiquer, se mettre en avant, c'est pas simple. Donc, tout ça, ça fait partie des formations que j'ai suivies. Et c'est tout ça qui remplit très vite un agenda, alors que je le gère toute seule, mon agenda. Il n'y a personne qui me dit tel jour, etc. J'essaye juste de m'arranger par rapport aux horaires de mes enfants. Mais c'est tout. Mes enfants, ils sont jeunes, ils ont 8 et 10 ans. Donc, ils ne sont pas encore autonomes. Donc, voilà, mais mon agenda, je le gère toute seule. Mais il n'y a pas que la production qui compte. Il y a tout le reste à côté. Ceux qui sont entrepreneurs qui nous écoutent, ils comprendront ça. Ceux qui ne sont pas entrepreneurs, peut-être moins, je ne sais pas. Donc, il y a tout ça. Et effectivement, là, actuellement, je me dis, bon, j'ai 7 biographies en cours. C'est trop. Clairement, 7 en ce moment, c'est trop. Sans compter celles qui sont en dormance, parce qu'il y en a qui font des pauses plus ou moins longues. 7, c'est trop. Je me suis dit, bon, bah maintenant, à chaque fois que je fais une séance, aujourd'hui, la prochaine séance, je dis que pas avant le mois de janvier. Je me suis dit, le mois de décembre, je n'en prends pas de nouvelles. Celles qui sont programmées, j'en ai 2 ou 3 de programmées, je vais les maintenir. C'est un choix. J'ai fait d'autres choix par le passé où j'ai reporté des séances.
Ça aussi, c'est un choix, c'est une décision. Ça, ce sont des mots très importants pour moi. Les mots choisir, les mots décider. Il y a le mot oser aussi, qui est vachement important. Parce qu'en fait, on est toujours responsable de ce qui nous arrive. Quand on est, pour revenir au burn-out ou à la surcharge de travail, ou, comme tu disais tout à l'heure, on peut dire non. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Mm. Je dis pas que c'est facile. Mais on peut dire non, on peut se faire accompagner pour dire non. On peut dire pas maintenant, à la rigueur. On peut dire pas avec moi. On peut dire pas comme ça. Il y a plein de façons de dire non, en fait. C'est pas forcément un non, puis je t'envoie promener. Il y a plein de façons de réagir, mais c'est des choix. Quand je suis au printemps, quand je suis arrivée vers ce burn-out-là, j'avais fait le choix, ou plutôt le non-choix, je pense. J'ai pas réfléchi, en fait. Je me suis pas posé la question. Je me suis pas posé la question de il y a trop. Par contre, à un moment, j'en avais 10 en cours. Oula, celui-là, ça fait beaucoup quand même. Il faudrait pas que j'en ai plus. Mais bon, 10 c'était déjà trop. Et c'est là où je me suis dit, stop. J'ai fait ce choix-là. Tout comme là actuellement, enfin, il y a un moment aussi, septembre, je crois. Septembre, c'est reparti pareil, très, 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 très fort. Il y a une ou deux séances que j'ai fait le choix de reporter. C'est une décision qui n'est pas simple à prendre quand on est entrepreneur parce que on joue aussi notre, comment dire, notre image d'une certaine façon. Si je reporte la séance, ben voilà, c'est comment l'autre va le prendre, encore une fois. Mais tous ceux qui font un petit peu de développement personnel savent que ce que l'autre, la réaction de l'autre, ça lui appartient. Nous, on a nos choix et puis on les explique comme on peut, avec la vraie raison ou avec une fausse raison, hein, peu importe. Mais moi, j'ai pris la décision parfois de reporter des séances. Et là, je dis les séances que je fais actuellement, je leur dis notre prochain rendez-vous, parce que je prends toujours un rendez-vous d'une fois sur l'autre, ce sera au mois de janvier. Et c'est OK, parce qu'il faut que je rattrape ce retard-là. Et sans me mettre dans le rouge avec tous les alertes, toutes les alertes qui arrivent. Parce que je ne vais pas partir non plus tous les 15 jours, 3 jours, parce que déjà, un, ça coûte cher. Et deux, pendant ce temps, je travaille pas. Donc, Et comme tu le dis, en plus, c'est vrai que si tu dis dès le départ que c'est en janvier et en précisant que ça peut pas être avant, hein, j'imagine que c'est quand même relativement bien accepté par tes clients. ah, complètement. Voilà, Oui, oui, ouais. tout à fait. Bon, pour certains, ça les arrange en plus parce que Noël arrive, donc c'est pas forcément une période très pratique. Tous comprennent. Je n'ai jamais eu d'incompréhension de la part de mes clients, que ce soit pour le report d'une séance ou pour quand elle était déjà programmée et que je la reporte, ou alors quand je leur dis, ben, on se voit dans 2 mois. Parce qu'en l'occurrence, c'est ça, hein, janvier, c'est dans 2 mois. Je n'ai jamais eu d'incompréhension. Alors, pour les premières séances, c'est plus difficile parce que du coup, les narrateurs, ils savent pas trop où ils vont. La première séance, ils savent pas, en fait. En général, moi, je sais où je les emmène, mais eux, ils savent pas trop. C'est la première fois qu'ils écrivent un livre. Mais une fois qu'ils ont reçu leur texte, au bout de 3, 4 semaines, si vraiment j'ai du retard, j'essaie d'envoyer dans les 15 jours, 3 semaines. C'est OK, en fait. Tout va bien. Donc, moi, j'essaie de redescendre en pression. En fait, quand on explique les choses, encore une fois, quand moi, je suis à l'aise dans mes baskets, quand je sais ce que je veux, quand je sais où je vais et quand je sais pourquoi je fais les choses, on l'explique facilement. Et puis, au pire, bah, ma voiture, elle est en panne, je peux pas venir vous voir, quoi. On a le droit aussi. Mais je trouve ça intéressant ce que tu es en train de dire parce qu'en fait, ça me ramène à tout à l'heure. Tu sais, quand on parlait de cette espèce de perfectionnisme ou la qualité qu'on veut atteindre et qu'on nous demande pas forcément, ou si on dit que oui, bah, ça se fera en janvier le prochain rendez-vous, que finalement ça passe plutôt bien et que, alors que toi, peut-être que tu te mets la pression en te disant, moi, je veux absolument que ce soit fini pour le 15 décembre et alors que ça peut se faire de manière différente. Des fois, on est beaucoup plus exigeant avec soi-même que ce qu'on nous demande et c'est Oui. ce sur quoi il faut travailler quand on est susceptible de tomber en burn-out. Et ce que je trouve très intéressant aussi dans ce que tu as dit, ça m'a fait penser, je sais, j'avais partagé un post d'un témoignage d'Élodie Pou, tu sais, qui est humoriste. Elle a fait un burn-out, elle a été arrêtée 6 mois parce qu'en fait, elle disait que bah, elle avait mis beaucoup de temps à ce qu'elle soit connue et qu'à un moment donné, quand elle a été connue, elle a eu plein de propositions qui lui sont arrivées tout d'un coup et elle n'arrivait pas en fait à en refuser parce que tout arrivait et que pour elle, en plus, c'était un vrai bonheur que d'avoir toutes ces propositions. Et elle disait, ça faisait 10 ans que j'attendais, donc tout arrivait, tout arrivait, tout arrivait. Et un jour, elle dit qu'elle a été, je ne sais plus dans quelle ville, si c'était à Nantes ou autre, dans une très grande salle, dans un zénith. Et elle ne se souvient absolument pas de la soirée, de l'animation qu'elle a faite, du spectacle qu'elle a fait, parce qu'en fait, ça a été un blackout complet. Bon, par contre, le spectacle s'est fait, hein, mais en tous les cas, trou de mémoire complet. Et bon, quand elle a vécu ça, c'est là qu'après, elle a décidé de s'arrêter parce qu'elle a vu que les troubles cognitifs, là, enfin, il fallait faire quelque chose.
Tout ça pour dire que oui, des fois on peut se dire oui, je prends, mais qu'à un moment donné, le corps, le cerveau, ça va exploser, quoi. Donc faut être hyper vigilant. Et autre chose que je voulais dire, parce que là, du coup, tu as amené un super sujet, c'est celui de l'entrepreneuriat. Et la vigilance aussi par rapport à ça, quand des fois, justement, on veut quitter l'entreprise et on se dit, ah bah allez, maintenant, je fous tout en l'air et puis je vais vers l'entrepreneuriat, ça ira beaucoup mieux. Parce que du coup, là, avec ce que tu nous dis, justement, ce que j'aime, c'est que tu as abordé aussi la difficulté quelque part de l'entrepreneuriat. Complètement. Alors moi, je suis quelqu'un de très autonome. J'aime faire plein de choses. Donc le côté à la fois la production d'écrits, écouter mes clients, faire du réseautage, faire de l'administratif, de la compta, tout ça, j'adore ça. Plus c'est varié, plus j'aime. Par contre, il y a des personnes entrepreneurs à qui ça convient pas du tout. Je pense à des thérapeutes, par exemple, qui, quand elles sont en thérapie, elles sont très très bien. Par contre, tout le côté, le reste, l'administratif, la gestion même, du planning, tous ces trucs-là, c'est très difficile. Je ne suis pas certaine qu'on soit tous faits pour l'entrepreneuriat. En tout cas, je ne suis pas sûre que ce soit mieux, ou moins bien d'ailleurs, que le salariat. Je pense qu'il y a de tout en fait. Il y a des entrepreneurs qui redeviennent salariés pour la sécurité financière parce que c'est un vrai sujet. Dans l'entrepreneuriat, l'aspect financier est un vrai sujet. Si on n'a pas de clients, on n'a pas d'argent. Et on n'a pas de chômage. Enfin, il y en a qui ont du chômage au passage, mais ça dure pas très longtemps. Moi, étant fonctionnaire, je n'ai jamais eu de chômage. Donc, de toute façon, il fallait que ça marche tout de suite. C'est pour ça que dès le début, je me suis fait accompagner en coaching business pour vraiment que ça marche, que ça décolle très, très vite, ce qui a été le cas. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas simple en fait. On parlait tout à l'heure de planning. Mon agenda, il est vide au départ. Au début du mois, de l'année, de la semaine, enfin, de la semaine, non, il est jamais vide. Mais si je prends par exemple dans 6 mois, j'ai rien dans mon agenda. Il est vierge. Il y a éventuellement les horaires de mes enfants, mais quand mes enfants sont à l'école, je suis libre complètement. Puis comme mon mari s'en occupe aussi, même le mercredi, enfin voilà, je suis quand même très très libre. Donc, mon agenda, il est vide. Donc c'est vraiment à moi de le gérer. Là, c'est vraiment de la gestion. Parce que bah, il se remplit très très vite en fait. Il va se remplir parce que tiens, il y a telle formation qui me plaît, puis telle autre, et puis tiens, je vais rencontrer telle personne, et puis telle autre, et puis ça pourrait m'amener des clients, et puis, ah, puis tiens, j'ai quand même, là, j'ai une séance de biographie à faire, ça prend 1 heure, ça fait 10 heures de travail derrière. Donc, quand j'accepte 1 heure de séance d'entretien, je sais que j'ai 10 heures d'écriture derrière. Il faut les caser. Alors, 10 heures, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais quand j'en ai 2 ou 3 dans la semaine, bah, on arrive à 30 heures et le reste, bah, je le fais entre minuit et 2. Donc, j'évite. J'évite justement pour éviter le burn-out. Mais l'entrepreneuriat, en fait, c'est pas forcément la solution. Et des entrepreneurs en burn-out, quand on en écoute, quand on est un petit peu, quand on connaît un petit peu d'entrepreneurs, mais il y en a plein. Alors certains le savent, certains ne le savent pas, qu'ils sont en burn-out, mais il y en a beaucoup en fait. C'est pas parce qu'on est maître de son emploi du temps, maître des personnes avec qui on travaille, que ce soit des clients, des partenaires, voire des salariés quand on a des salariés, que bah, qu'on est tranquille. Parce qu'en fait, encore une fois, le 5e burn-out que j'ai fait au printemps, je l'ai fait toute seule. Parce que mon planning, je ne l'ai pas géré comme il fallait. Pourtant, je suis quelqu'un d'hyper organisé. Évidemment, ceux qui nous écoutent, ils sont pas obligés de me croire. Mais voilà, c'est pour dire que quand on a une page blanche, la nature a horreur du vide de toute façon. Ça, on le sait bien. L'agenda, il est vide, on va le remplir. Sauf que dans certains métiers, ou même dans tous les métiers, enfin, il y a des choses à faire qui ne se voient pas dans l'agenda. Quand j'ai 10 heures d'écriture après 1 heure d'entretien, ça ne se voit pas dans l'agenda. Mais il faut quand même les trouver, ces 10 heures-là. Donc voilà, je pense que c'est pas la panacée en fait. Bah, merci pour ce partage parce que c'est important pour chacun en fait de réfléchir au choix qui est le meilleur pour soi et c'est vrai que aller vers l'entrepreneuriat, il y a toujours quelque part cette incertitude par rapport à la rentrée d'argent et que c'est vrai que quand on a envie d'être plutôt on va dire tranquille de ce côté-là et serein si pour soi ça va être compliqué à gérer, c'est quelque chose à peser et à sous-peser avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ah oui, complètement. Voilà. C'est souvent la première raison pour laquelle les entrepreneurs reviennent dans le salariat. Souvent, c'est la première raison. Alors, ce qu'on apprécie dans l'entrepreneuriat, c'est la liberté à tout point de vue. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. C'est une réalité, c'est vrai. Mais il y a aussi les inconvénients. Il faut tout gérer. Il faut tout gérer. Il faut gérer les finances, il faut gérer l'emploi du temps, il faut gérer l'équilibre vie pro, vie perso. Encore une fois aussi, parce que quand on est salarié,
qu'on a des horaires entre guillemets normaux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. Quand on est responsable, on a d'autres horaires, mais quand on rentre chez soi, a priori, on arrive à peu près à couper. Quand on est entrepreneur tout le temps en fait, H24. Donc bon, j'ai déjà connu ça dans l'enseignement. J'étais un site H24 aussi, mais entrepreneur encore plus parce que tout repose sur nous en fait. Il n'y a personne qui nous guide, enfin, sauf si on fait le choix d'être guidé. Et là aussi, c'est pas le sujet du jour. Mais c'est important de ne pas rester seul, d'être accompagné sur tous les sujets qu'on veut, hein, le sujet entreprise, le sujet réseautage, le sujet coaching, le sujet. Moi, je me fais accompagner depuis que je suis à mon compte. Je me suis jamais fait autant accompagner en fait. Pas parce que je suis incapable, loin de là, mais parce que justement, je ne sais pas tout et j'ai franchi des étapes grâce aux accompagnements que j'ai suivis. Parce que on choisit telle ou telle personne, je dirais presque on trouve forcément chaussure à son pied. Il y a tellement de possibilités qu'on trouve forcément. Alors, je voulais te demander, vu que là on arrive vers la fin de notre épisode, certains disent que leur burn-out a été une chance. Est-ce que tu dirais ça pour toi ou pas? Alors une chance, c'est peut-être un peu fort, mais je l'ai vécu. Alors quand on est dedans, hein, clairement. Mais le fait d'être passé par les burn-out, si je n'avais pas connu ça, je serais encore enseignante. Je serais peut-être très bien dans l'enseignement, hein, c'est pas le souci. En admettant que le système soit bien. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Ce que m'ont permis les burn-out, c'est d'expérimenter différentes choses. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, j'aime expérimenter des nouvelles choses. Là, en l'occurrence, j'ai testé plusieurs métiers. C'était pas du tout prévu que je sois directrice générale un jour. C'était pas du tout dans mes objectifs quand j'étais petite. Et puis les burn-out, quand j'étais directrice générale, m'ont obligée à réfléchir aussi sur qu'est-ce que je veux faire après. Là, du coup, je suis aujourd'hui biographe. Sans burn-out, je pense que je ne serais pas biographe aujourd'hui. Ça, c'est une certitude, une quasi-certitude, parce que les burn-out, encore une fois, comme tu dis régulièrement dans les podcasts, et puis comme tu l'as dit aujourd'hui aussi, on ne peut pas revenir comme avant. C'est pas possible, parce que les mêmes causes amènent les mêmes effets, donc c'est pas possible. À chacun de prendre les décisions, je reste, mais je change, je pars et je fais autre chose, peu importe. Et du coup, là, ça m'a permis d'expérimenter d'autres choses, d'avoir l'idée, l'envie, le besoin aussi, peut-être, je sais pas. Voilà, de tester d'autres choses. Et et il y a aussi, ça m'a permis de mieux me connaître moi, de connaître mes limites, mes propres limites. Alors bon, j'ai eu besoin de plusieurs burn-out pour connaître mes limites, mais c'est aussi très intéressant en fait, une étude de soi-même. Je trouve ça, enfin personnellement, je trouve que c'est très intéressant. Donc mieux se connaître soi aussi, je trouve ça m'a aussi permis ça, les burn-out. Oui, tu as complètement raison, en fait. C'est vrai que le burn-out permet de se recentrer sur soi et de travailler sur soi, quand on se fait accompagner, bien sûr. Donc, je te remercie vraiment pour ce partage, Alexandra. Alors, maintenant, si tu devais résumer en 3 points, qu'est-ce qui est essentiel selon toi pour que le retour au travail soit réussi? La première chose, c'est s'arrêter. Ça peut paraître bizarre quand tu parles de retour au travail, mais d'abord s'arrêter. C'est vraiment commencer par récupérer son énergie en fait. Au tout début, on est HS, on est capable de rien, même si les autres aussi nous disent bah tiens, sors un peu, va prendre l'air, ça va te faire du bien. Au début, on est incapable de sortir. On n'a plus d'énergie physique. Donc la première chose, c'est vraiment de se reposer, dormir à toute heure du jour et de la nuit s'il faut, se faire aider médicalement s'il y a besoin. Donc pour moi, c'est la première chose. Une fois qu'on est un petit peu requinqué en termes d'énergie, on commence à pouvoir prendre l'air, c'est là se faire accompagner, étudier, comprendre, essayer de comprendre en tout cas ce qui nous est arrivé. Comment ça se fait qu'on en soit arrivé à ce point d'effondrement ou de pré-effondrement, tout dépend du stade où on est arrivé, pour éviter que ça revienne. Et avant le retour au travail, je dirais repartir, enfin imaginer un plan d'action. Alors le plan d'action, encore une fois, ça peut être revenir en demandant des changements, quitter l'entreprise ou l'établissement où on est pour faire autre chose, faire une formation, je ne sais pas. Mais il y a besoin de repartir avec un projet presque.
mini ou gros, peu importe, hein, chacun fait selon ses envies, ses moyens. Et c'est là où peut-être on peut avoir besoin de personnes comme toi, Marilyn, qui accompagnent les gens qui sont diagnostiqués en burn-out et qui ont besoin maintenant de bah, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Pour moi, c'est vraiment les trois choses importantes en fait pour pouvoir réussir le retour au travail, que ce soit dans la même entreprise ou ailleurs. Merci. Alors, Merci à toi. je voulais te demander, Alexandra, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter, qu'on n'aurait pas dit et que pour toi, ça te semble important de rajouter dans cet épisode? Il y a deux choses en fait que je voudrais ajouter pour finir. C'est d'abord merci à toi. Bon, merci de m'avoir invité déjà. Merci, c'est toujours agréable. Et puis surtout, merci de parler du burn-out parce que on en parle beaucoup, partout. C'est très galvaudé, c'est presque un terme devenu à la mode. Tiens, moi j'ai fait un burn-out, j'ai fait un mini burn-out, on dit aussi. Pour moi, ça n'existe pas un mini burn-out. Mais bon, ça n'engage que moi. Mais merci d'en parler, d'apporter des témoignages divers et variés, d'apporter des informations aussi avec les interviews comme le docteur Léchémia, qui apportent vraiment des informations biologiques, scientifiques. On a besoin de ça en fait, et non pas simplement, bah oui, le burn-out, des choses un peu génériques. Il faut vraiment passer aux choses sérieuses, je veux dire, aux choses concrètes. Donc vraiment, merci à toi parce que tu contribues à, à donner des prises de conscience, à la fois à ceux, celles qui peuvent en être victimes, et à leurs proches aussi, parce que, comme je l'ai dit à un moment, hein, j'ai d'abord été témoin, enfin, j'ai pas d'abord été témoin, mais c'est quand j'ai été témoin que j'ai compris ce qui se passait. Encore une fois, quand on le vit soi-même, on s'en rend pas compte. Et aussi des informations pour les entreprises, les employeurs en général. Parce que je pense que ce n'est pas compris en entreprise, ou quels que soient les établissements, fonction publique et autres. Parce que bon, dans la fonction publique, on n'est pas à l'abri, loin de là, du burn-out. Donc vraiment, ça contribue à tout ça, à cette connaissance-là. Donc merci Ben, merci de à toi. participer. Merci à toi infiniment parce que ça me touche beaucoup, parce que c'est vrai que ce podcast, pour moi, j'y tiens beaucoup. C'est un grand projet et là, quand je vois les retours que je peux avoir, ben, encore ce matin avec un commentaire avec quelqu'un qui trouve que ben, ça lui apporte énormément d'informations parce qu'elle est en plein dedans. Je me dis que oui, on le fait pour quelque chose et c'est vrai que ça apporte des éléments aux personnes pour comprendre ce qu'elles vivent et même des fois, comme tu le disais, aux conjoints. Parce que j'ai eu une femme l'autre jour qui me disait que son mari, c'était compliqué et qui lui reprochait un peu quelque part d'être en burn-out. Et donc je lui ai dit que peut-être qu'elle pouvait essayer de lui recommander, s'il le souhaitait, d'écouter peut-être quelques épisodes parce que ça lui donnerait un éclairage en fait sur ce qu'elle est en train de vivre et pas simplement bah, les idées fausses qui circulent là-dessus ou les préjugés qu'on peut avoir. Et là, on est vraiment dans le concret avec les témoins qu'on a, avec les médecins que je reçois. Et puis, bon, bah, moi, ça me passionne, alors forcément, j'adore. Donc, voilà, j'espère en faire encore un certain nombre avec des spécialistes, avec des témoins, avec tout ça, et qui alimente, en fait, ce sujet, et puis surtout pour lever ce tabou, parce qu'on dit qu'on en parle de manière un peu plus libre en entreprise également. Oui, c'est ça, c'est aussi, comme tu parles de tabou, c'est exactement ça. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existera pas, en fait, dans les entreprises. Malheureusement, il y a des entreprises où les burn-out s'enchaînent. Il n'y a quand même pas de hasard. Il y a un moment, il faut prendre conscience des choses, il faut mettre les choses en place, quoi. Et il y a des choses en place à mettre, en fait. Parfois, des choses qui sont pas forcément très difficiles. Donc, et c'est vrai, quand tu parles de témoignages et de mise en garde, c'est aussi les retours que j'ai eus par rapport à mon livre, 4 burn-out et un burn-out et tout va bien. Il y a plein de personnes qui m'ont dit merci. Merci d'avoir expliqué tout ce que tu as vécu toi, parce que je me suis reconnue dans tel ou tel épisode. Alors, pas dans tous les épisodes, hein, mais à tel ou tel chapitre, je me suis dit, tiens, ah bah oui, mais ça, c'est ce que j'ai vécu. Ou ça, c'est, ah, oh là là, je suis en train de vivre un truc, faut que je fasse attention. Il y en a une tout récemment qui m'a dit, je repense à ton livre et je me dis, bon, attention, je lève le pied. Donc je me dis, voilà, que ce soit les podcasts comme le tien ou des livres comme le mien, où il faut vraiment communiquer dessus. Et plus on communiquera, et plus on arrivera, non pas à éradiquer ce fléau-là, mais au moins à l'arrêter avant, enfin, de bonne heure en tout cas.
Complètement. Et c'est vrai que là, comme tu parles de ton livre, moi, ton livre, tu sais que je l'ai acheté. Et j'avais mis un commentaire d'ailleurs sur Amazon hein, à l'époque où je l'ai acheté. Et c'est vrai que ce que je trouve très intéressant, mais comme là tu as pu le faire dans cet épisode, hein, mais comme tu l'as dit, tout n'est pas dedans dans cet épisode. Voilà, c'est d'expliquer de manière assez claire ce qui t'est arrivé et comment ça t'est arrivé. Et ce que je trouve très intéressant en fait quand tu l'expliques et dans ce que tu as écrit dans ton livre, c'est qu'on voit le processus qui t'a accompagné. Mais j'en dirai pas plus pour ton livre. Mais en tous les cas, je trouve ça très intéressant parce que on voit en fait comment ça se met en place petit à petit. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et en plus, je trouve que ta manière de rédiger, ta manière d'écrire est très claire et fluide. Et quand on lit, bah, c'est agréable à lire, quoi. Donc, Merci. pour les gens en plus, non, mais c'est vrai qu'en plus, pour les gens qui sont, tu vois, en burn-out, moi, je trouve que des fois, on a un peu du mal à lire certains documents. Et là, véritablement, on comprend en fait ce qui se passe, qu'est-ce qui se met en place, parce que tu l'expliques assez clairement dans ton bouquin. Donc, voilà. C'était le retour aussi que je voulais te faire, vu que je l'avais acheté. Donc, Oui, merci, c'est oui. pas sponsorisé, hein. Non, complètement. Il y a même des personnes qui m'ont dit qu'il y avait aussi de l'humour. C'est tout ça que j'ai voulu mettre en fait dans ce livre. C'est pas plomber le moral de ceux qui ont déjà des soucis. C'est mettre en garde, mais avec légèreté, avec un peu d'humour aussi par-ci par-là, parce qu'on en a besoin, quoi. Donc voilà. Mais je trouve que là, l'épisode que nous venons de faire, justement, reflète assez bien la manière dont tu écris dans ton livre. C'est-à-dire que c'est ce que je pensais aussi te dire, justement, en conclusion. C'est-à-dire que on ressent cet humour et ce côté joyeux, malgré tout, Complètement. avec ce qui se passe, en fait. Et c'est ça qui est super agréable aussi. Je crois que tu avais deux choses à dire. Tu avais une chose à ajouter? Oui, pour conclure, j'aurais envie de dire à ceux qui nous écoutent qu'on a toujours le choix. Et ça, c'est vraiment important. On a le choix de partir, on a le choix de rester, on a le choix de changer les choses, mais on a toujours le choix, vraiment. Et je pense que quand on a ça en tête, alors des fois le choix n'est pas simple, hein. Clairement, des fois il n'est pas facile à prendre, il n'est pas facile à assumer non plus derrière, mais on a toujours le choix. Et une fois qu'on a accepté cette chose-là, ok, j'ai le choix entre quoi et quoi. À quoi je suis capable de renoncer, par exemple, pour choisir un autre chemin ou pour prendre telle ou telle décision. Donc, pour moi, c'est vraiment important de le souligner aussi. Bah, écoute, c'est ton mot de la fin? Oui, c'est mon mot de Oui. la fin. Merci beaucoup à toi, Marilyn. Bah, merci infiniment, Alexandra. Je suis vraiment très heureuse qu'on ait fait cette interview ensemble. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et ce que j'aime, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi j'aime ton côté authentique et joyeux, même avec les événements de la vie qui arrivent, mais tu en parles d'une manière bah, qui n'est pas plombée, et c'est tout à fait ce que tu disais tout à l'heure, et c'est ça que j'apprécie aussi. Et puis bon, tu as tout le temps le sourire, donc c'est hyper agréable. Et Indispensable au quotidien. donc il y a ce rire, il y a ce sourire, et puis oui, ce côté, on parle des choses en toute authenticité, sans filtre, sans tabou. Enfin, c'est ça que je trouve très chouette. Et évidemment, c'est très instructif pour les personnes qui vont écouter cet épisode, pour les personnes qui sont peut-être au début, qui sont en train de le vivre et qui se demandent et qui comprennent pas. Je pense que ça leur a apporté plein de pistes de réflexion sur ce qu'elles sont en train de vivre. Donc, je te remercie infiniment pour ton témoignage et cette participation à ce podcast. Bah, merci beaucoup à toi, Marilyn. Merci beaucoup. Merci, et puis je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à le partager et à faire briller les étoiles. Vous pouvez également commenter, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt.